bonjour tout le monde. Bienvenue à ce débat Jobs et Green Deal. En introduction, je voudrais le dire, même si je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire dans cette salle, mais la transition écologique est absolument essentielle et urgente, hein. Le rapport du GIEC nous l'a encore rappelé cet été. Mais il faut prendre conscience quand même qu'elle suppose de larges et de profondes transformations de notre société, en notamment des conséquences sur le marché du travail, hein, pour les employeurs et pour les employés. Et donc c'est pour réfléchir à ces changements et aux propositions politiques à mettre en place pour y répondre que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir quatre invités de qualité. Donc je vais les présenter en commençant tout au bout, donc par Zakia Katabi, ministre fédéral du climat, de l'environnement, du développement durable et du Green Deal. À sa droite, Marek Hudon, prof d'économie à l'ULB et co-auteur d'une étude intitulée le Green Recovery Tracker, une analyse du plan de relance dont il nous parlera ensuite. À sa droite, Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Et puis enfin, Jacques Craet, CEO de Cosucra, qui est une entreprise belge active dans l'agroalimentaire, et aussi ancien président de l'Union wallonne des entreprises, bien qu'il s'exprime ici en son nom propre. Pour ma part, je m'appelle Tanguy Ollinger, je suis conseiller économie au Centre Jackie Moral, le nouvellement nommé service d'études d'écolo, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence débat. Alors après ces brèves introductions, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, et je vais commencer par poser des questions à Marek Hudon, notre premier intervenant. Donc j'ai trois questions en fait pour commencer. Tout d'abord, en tant qu'académique, j'aimerais savoir ce que nous apprennent en fait les études et les rapports scientifiques sur les liens entre emploi et transition. Deuxième question, qu'est-ce qui explique que la transition dans le monde des entreprises apparaisse ou soit si lente, selon vous? Et enfin, est-ce que le Covid a changé la donne? Et est-ce que les plans de relance qui ont été introduits en réponse vont globalement dans la bonne direction? Merci beaucoup, merci Tanguy, merci à Ethiopia pour l'invitation, au centre Jackie Moral pour l'invitation à cette conférence. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin, samedi matin, pour parler en effet emploi et transition. Donc je vais essayer de répondre à ces trois questions. J'ai préparé quelques transparents pour illustrer ces différentes réponses. Alors première question, emploi et transition. Est-ce que c'est un cercle vertueux? Qu'est-ce qu'on sait de la relation entre les deux? Est-ce que la transition va générer de l'emploi, oui ou non? Alors, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que globalement, une économie plus verte, aller vers la transition, est globalement compris comme créateur d'emplois. Donc, ce n'est pas évident à mesurer, ça, évidemment. Mais par exemple, juste pour donner un exemple, Eurofound, qui est une agence européenne tripartite, a publié en 2019 une étude qui analyse l'impact des mesures qui seraient prises pour respecter les accords de Paris, et elle suggère un emploi de plus de 0,5% par rapport à un standard, c'est-à-dire par un scénario où il n'y aurait pas de mesures spécifiques. Le bureau du plan a travaillé sur ceci il y a quelques années. Ici, j'ai donné une étude plus récente de 2019. Mais donc, on voit qu'il y a quand même une corrélation positive, ou en tout cas un impact, une contribution positive aussi. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que cet impact aussi, il va être aussi pour le personnel, pour les travailleurs moins qualifiés. Et notamment, lorsqu'ils font leur analyse comparée au niveau européen, on voit qu'il y a un impact très intéressant au niveau de la Belgique, et aussi pour tout ce qui est personnel moins qualifié. Et donc, derrière, quelle est l'intuition? C'est que la transition va amener aussi des activités qui vont être particulièrement intenses, si on veut, en termes de travail, hein, aussi. Et notamment des activités, on pense par exemple à l'énergie renouvelable, on pense aussi à une dépendance par exemple aux importations des énergies fossiles aussi, et donc tout ça, notamment dans le cas de la Belgique, va avoir un impact, et un impact positif. Troisième élément sur cette question de la relation entre l'emploi et la transition, c'est que si on peut parler d'un impact moyen évidemment, il faut évidemment aussi se rendre compte qu'il y a une différence par secteur. On peut imaginer qu'il y a certains secteurs qui vont avoir une augmentation significative d'emplois, des secteurs gagnants si on peut dire. J'ai parlé des énergies renouvelables, tout le secteur de la gestion des déchets par exemple aussi. Là, clairement, on est dans une augmentation d'emplois. La construction, on peut penser à tout ce qui est lié à l'isolation par exemple des bâtiments, sont des secteurs dans lesquels l'impact va être positif. Cependant, et c'est ça qui rend sans doute la réflexion, le travail un petit peu plus compliqué, même s'il reste très important, il va y avoir des secteurs où l'impact net va être négatif. On
pense aux énergies fossiles, dans cette note de l'OCDE qui est aussi assez récente, 2019, on voit que ça va avoir un impact significatif en termes d'emploi. On peut penser à un pays comme la Pologne, par exemple. Quatrième et dernier élément sur cette relation entre emploi et transition, l'ensemble des études pointe aussi le fait que si on peut essayer d'avoir des chiffres, des analyses prospectives, il ne faut pas perdre évidemment de vue que cet impact va être très différent si l'emploi est un emploi temporaire. On peut penser à la sous-traitance par exemple, à simplement un emploi pour implémenter juste l'énergie, versus des emplois qui vont être plus ancrés dans les territoires, qui vont être des emplois à long terme, par exemple avec de la maintenance. On peut penser à des activités qui vont nécessiter sur le long terme un suivi, une maintenance, une création aussi de compétences complémentaires. Donc derrière le fétiche du chiffre, un plus 0,5, plus 1, plus 2, plus 3, il faut aussi comprendre quel type d'emploi va être derrière, et notamment aussi la temporalité des changements. Voilà. Première question, alors difficile de répondre à tout, mais en tout cas j'espère vous avoir offert quelques balises. Deuxième question, la question de l'accélération de la transition. Cette relation entre emploi et transition, elle n'est pas nouvelle, on peut s'en douter. On peut se poser alors la question, pourquoi ça ne va pas plus vite? S'il y a un tel intérêt à verdir l'économie, en tout cas à avoir plus d'activités qui sont liées à la transition écologique, transition économique, pourquoi ça ne va pas plus vite? Alors, l'usuel suspect, si je peux dire, c'est la formation. On le voit dans pratiquement toutes les études. Je vois ma voisine de droite qui sourit évidemment rien qu'en parlant. Mieux formé, plus formé, on voit toute la pression encore aujourd'hui dans le monde post-Covid sur l'Actiri, sur le forum VDAB. C'est un candidat, j'allais dire, qui est assez évident. Derrière ceci, il y a quand même toute la logique aussi des cultures d'entreprise, des cultures d'organisation. Avoir une culture de la formation, le lifelong learning, comme on dit, essayer d'implémenter dans les organisations cette envie aussi d'être formé de manière constante sur aussi des nouveaux métiers comme ceux de la transition. C'est pas tout d'avoir une formation, c'est pas tout d'avoir une offre de formation. Ce qui est essentiel, c'est aussi d'attirer vers ces offres de formation et vers ces métiers. Et donc d'attirer vers les métiers de la transition. Et ça, à la fois, ça peut sembler évident parce qu'on peut se dire la transition, c'est quelque chose qui peut attirer notamment les travailleurs les plus jeunes. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, on ne comprend pas encore assez les moteurs de satisfaction professionnels des différentes générations et la variation dans ces moteurs de satisfaction, dans ces attentes des différentes générations. Notamment, par exemple, si on parle des jeunes générations, on a tendance à assez rapidement se plaindre du fait qu'un travailleur peut quitter l'emploi après 2 ans, 3 ans très rapidement, du turnover dans les organisations, dans les entreprises. Mais est-ce qu'une des raisons derrière ceci n'est pas aussi notre manque de compréhension de quelles sont les attentes des nouvelles générations sur le lieu du travail, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester, et donc suite à cette réflexion, mettre en place des politiques qui vont aussi permettre de garder, comme on dit, ces talents ou de les attirer aussi par rapport à tout ce qui est lié à la transition. Voilà. Deux logiques, aussi 2 constats. Un constat, ce que j'entends beaucoup lorsque je parle avec des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises, qui fait bouger les lignes, qui c'est qui pousse, c'est aussi les travailleurs, notamment aussi les jeunes générations, qui n'acceptent plus quelquefois ce qu'ils peuvent considérer être du greenwashing dans certains cas, qui n'acceptent plus une politique des petits pas ou des changements à la marche, et qui veulent aller plus loin, qui poussent, voire qui l'exigent. Et on entend quand même beaucoup d'entrepreneurs qui nous expliquent qu'en effet, s'ils veulent garder les travailleurs, s'ils veulent attirer certains travailleurs, ils doivent bouger et qu'il y a une pression plus importante qu'avant. On le sait dans le cadre de multinationales, on a des images emblématiques dans le cadre des GAFA, mais d'autres aussi, d'autres exemples d'entrepreneurs qui nous rapportent la même situation. Deuxième constat, c'est ce constat un petit peu compliqué peut-être, qui est le fait que derrière des innovations durables, derrière des innovations qui vont mener à plus de durabilité dans le monde du travail ou plus largement, souvent on va avoir une récupération par des entreprises traditionnelles, par ce qu'on appelle le secteur mainstream. Alors, cette récupération, elle a le côté positif du fait que souvent les innovations de niche restent petites, et c'est une des difficultés de l'entrepreneuriat social, c'est la taille quelquefois du secteur, et pour se dire ça peut permettre un changement d'échelle, oui, et c'est vrai que quand on a des grands groupes qui reprennent une innovation, on peut parler d'économie du partage, économie collaborative, circulaire ou autre. Mais d'un autre côté aussi, ce qu'on peut observer, c'est que ça peut être un frein à une transformation plus radicale, plus importante et sans doute plus
en ligne avec la nécessité, voire l'urgence, par exemple, de l'urgence climatique. Pourquoi ça va être un frein? Parce que à partir du moment où cette innovation va être reprise, ben peut-être que les initiateurs, que les organisations à l'origine vont avoir moins à dire. Peut-être que les différentes parties prenantes, les clients, vont être moins sensibles finalement aux organisations qui vont aller plus loin dans le changement et vers la durabilité. Donc, 2 constats. Suite à ces constats, ben, on peut essayer d'arriver à un graphe à nouveau un peu simplificateur, mais l'idée c'est de donner à nouveau des intuitions de quels pourraient être les changements. Et ici, on peut parler d'un changement de paradigme. Alors, si je peux dire dans entre guillemets, l'ancien paradigme, la vision traditionnelle, on va penser fort la décarbonisation au niveau de la production. C'est peut-être parce que quand on pense à l'énergie, on pense aux matières premières, on est au niveau de la production. Aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus loin, et notamment avec le nouveau modèle économique, le changement doit être au niveau plus large, au niveau d'une économie, au niveau dans la chaîne des valeurs, au niveau des différents éléments de la chaîne de valeur, pas uniquement la production, les services, l'après, on en a parlé aussi. Deuxième élément, dans l'ancien paradigme, si je peux dire comme ça, on pense surtout à diminuer l'impact négatif de son activité sur l'environnement. C'est déjà bien, évidemment. J'ai une empreinte carbone de X%, je voudrais partir de 50 à 35 ou de cet ordre-là. Sans doute qu'aujourd'hui, si on veut atteindre les objectifs dont nous parle le GIEC dans son dernier rapport, il faut aller plus loin. On pense aujourd'hui à une économie régénérative, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on va vers une neutralité, mais cette neutralité n'est pas obtenue grâce à des rachats de crédits carbone, par exemple, de l'autre côté de la planète ou autre, mais on essaye de penser son modèle économique beaucoup plus loin, jusqu'à intégrer directement son activité et aller vers une régénération. On voit aujourd'hui, et c'est assez intéressant, de plus en plus encore depuis la publication des rapports du GIEC, un certain nombre d'entreprises qui se positionnent vers là et qui le disent explicitement qu'il fallait aller plus loin qu'un rachat de crédit carbone, par exemple. Ce qui nous permettrait d'aller plus loin aussi qu'une politique des petits pas, et quelquefois peut-être que le mot transition a pu être contre-productif sur ça. On avait l'impression que le changement, il devait être incrémental petit à petit. Et lorsqu'on voit les chiffres et la nécessité de changement, on n'est plus dans des petits pas, on est dans des transformations assez importantes, voire radicales aussi. Et ça, c'est un changement de mentalité, c'est un nouveau paradigme. Troisième élément, c'est cette vision, alors ça fait très old school, du travail comme coût de production vers le travail comme lieu d'émancipation. J'ai dit il y a quelques minutes le fait que notamment pour les nouvelles générations, il y a cette nécessité de penser autrement le lieu de travail, de les attirer, de comprendre un petit mieux qu'est-ce qui va être un moteur de satisfaction professionnelle. Et ça veut dire, c'est pas simplement un mot, ça peut paraître bateau, mais ça veut dire vraiment repenser la manière dont on va structurer son organisation, et notamment, par exemple, ces politiques de GRH ou autres. Ça nous amène à finalement un constat qui est qu'est-ce qui aujourd'hui pousse ces entreprises à aller vers plus de durabilité. On a travaillé sur cette question depuis quelques années, notamment à travers une enquête quantitative qu'on a collectée au niveau de 365 entreprises au niveau du secteur agroalimentaire, avec une chercheuse de l'ULB et un chercheur de l'UC Louvain. Et ce qu'on a identifié dans des résultats de cette analyse sur les motivations environnementales, c'est principalement en fait 2 gros facteurs, et principalement celui de la légitimité. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, les entreprises vont considérer qu'un élément important de leur motivation environnementale, aussi bien à court terme qu'à long terme, va être cette importance de la légitimité par rapport à mes parties prenantes, par rapport à mes travailleurs, par rapport à mes fournisseurs, par rapport à tout. Je vais aller vers plus de durabilité parce que je veux rester légitime ou je veux être légitime. Et ça fait écho par rapport à ce qu'on a dit avant. Deuxième élément important au résultat de l'étude, c'est des éléments de motivation intrinsèque. Alors là, on part vers la psychologie sociale, la théorie de l'autodétermination. Derrière cet élément de motivation intrinsèque, c'est ce sentiment de responsabilité. Et donc ça, on l'entend de l'entrepreneur, de l'entreprise aussi, ou de ces différentes parties prenantes. C'est la nécessité, ou ce sentiment de nécessité d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ceci particulièrement pour les entreprises qui sont plus matures ou qui ont été créées il y a plus longtemps, pour le dire comme ça. Donc le résultat est en fait, lorsqu'on fait une analyse économétrique, encore plus significatif pour ce type d'organisation. Troisième élément, c'est la régulation, le bâton. Et ça, c'est très significatif. C'est quand on augmente la barre, évidemment, pourquoi est-ce que je vais être plus durable? C'est parce que la barre est plus haut et je veux continuer d'exister.
Et ça, ça reste aujourd'hui, malgré l'importance de sentiments de légitimité ou de la responsabilité du gestionnaire, ben c'est quand même un élément moteur de changement en termes de durabilité aussi. Voilà. Alors, dernière partie en 2-3 minutes. Est-ce que le Covid change tout? Ce qui est vrai, c'est qu'au moment où le Covid nous est tombé dessus, ou même quelques mois après, on s'est posé la question de est-ce que le Covid va être un tremblement de terre ou une simple parenthèse, c'est-à-dire dans quelques mois, quelques années, on gardera le trauma de la diminution de la liberté ou des difficultés auxquelles on a fait face, mais l'économie aura redémarré de la même manière. Mais finalement, c'est difficile encore, on est trop tôt pour répondre à cette question, mais je pourrais dire que ce Covid, autant il est symptôme de crise, on fait souvent le lien entre le Covid et la question environnementale, le Covid pourrait être le résultat de certaines politiques environnementales aussi. D'un point de vue emploi, le Covid pour moi est amplificateur. Il est amplificateur d'éléments qui étaient préexistants, mais qui sont aujourd'hui vraiment au top de l'agenda. Tout d'abord, la question du sens du travail. Loin de moi l'idée de dire que c'est une question nouvelle, mais cette question du sens du travail était amplifiée. On le voit au niveau de l'ensemble des parties prenantes, des travailleurs, c'est quelque chose qui ressort très fort et qui a un impact significatif d'un certain nombre de gens qui nous disent « moi je ne veux pas retourner à ce monde d'avant » sur le lieu du travail aussi. J'ai eu ce chemin qui s'est fait pendant ceci. Deuxième élément, la santé mentale. Ici, je sors des chiffres assez récents d'OpinionWay en France, qui font quand même froid au dos. Je pense que les quelques chiffres que j'ai vus en Belgique se rapprochent de ça. 36% des salariés français disent souffrir de dépression. 25% déclarent que leur motivation au travail s'est dégradée. Donc, les problèmes de santé mentale préexistaient, évidemment, on le sait, le problème du burn-out est un problème sociétal, mais non, il a été amplifié aussi avec le Covid. Troisième élément, les inégalités. À nouveau, un problème préexistant. Le Covid s'est aussi articulé autour de ces inégalités. On sait on n'a pas vécu la crise du Covid de la même manière selon ses moyens. Et même dans le post-Covid, c'est la même chose. Ceux qui ont les moyens aujourd'hui pourront mieux repartir que ceux qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est un élément important au niveau social, au niveau économique aussi. C'est central. Dernier élément, la remise en question. Le Covid plus le rapport du GIEC. Alors, je vois peut-être la bouteille plutôt remplie que vide, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une remise en question aujourd'hui, en tout cas chez certains dirigeants. Et ça a amplifié cette remise en question, ce cocktail entre le Covid et la situation a fait qu'on entend, en tout cas, on voit des prémices de changements plus importants. En termes de politique publique, qui pense Covid, post-Covid pense plan de relance, de résilience, de redéploiement. Qu'est-ce que ces plans de relance nous disent en termes de transition? On a fait avec des collègues allemands du Wuppertal Institute une analyse au niveau fédéral, l'URRF, et ce qu'on trouve en analysant mesure par mesure l'impact climatique, on parle d'impact climatique ici, c'est un impact globalement positif. En partie à cause des directives européennes, il ne faut pas se cacher, l'Europe avait déjà mis un certain nombre d'ambitions, notamment climatiques. Maintenant, lorsqu'on compare la Belgique avec d'autres pays, c'est positif. Ce qui montre à la fois la preuve, c'est un peu qu'on est évidemment capable d'avoir des politiques publiques ambitieuses qui ont un impact significatif. Cependant, beaucoup reste en fait, à décider. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde, si vous voyez ce graphe, la partie gris foncé, on voit qu'il y a énormément de l'impact qui ne peut pas être déjà analysé aujourd'hui. Pourquoi c'est l'implémentation qui va le jouer? On peut penser par exemple aux matières premières qui vont être choisies, on peut penser par exemple à tout ce qui est la question de la digitale. Quel type de digitalisation? Est-ce qu'il va y avoir oui ou non un impact environnemental, une attention par rapport à ceci? Et donc il y a quand même encore pas mal de points d'interrogation par rapport à cet impact final. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu avec le Covid quand même le retour de l'État, comme on peut dire, dans le sens où tout d'un coup, un certain nombre de personnes qui décrédibilisaient l'action publique ou qui la minimisaient, ont vu évidemment cette nécessité d'avoir une action publique. Et lorsqu'on parle de redéploiement, c'est évidemment important. Alors pour conclure, juste un dernier mot. Un momentum de la transition aujourd'hui, la transition, pourquoi il y a un momentum? C'est parce qu'on sait que lorsqu'il y a eu un choc comme celui qu'on a vécu,
C'est malheureusement souvent le bon moment pour implémenter des politiques de changement. On va revenir beaucoup plus sur les lieux de travail. Certains y sont restés, mais de manière beaucoup plus significative. Et c'est lors de ce retour au travail qu'on peut aussi prendre de nouvelles habitudes. Et ça, pour ceux qui veulent un changement sur le lieu du travail, c'est sans doute un moment important. Un momentum et un risque aujourd'hui. Je reprends ici les termes de Nicolas Stern, hein, qui est un des économistes les plus connus anglais, qui publie dans The Guardian il y a quelques jours, hein, que l'Angleterre ne pourra pas faire face ou combattre la lutte contre la crise climatique avec une politique d'austérité. Qui dit transition dit aussi en effet des gagnants, des perdants. Qui dit transition dit acceptation de cette transition et donc une transition qui doit être juste, qui doit être perçue comme juste, dont nécessité de redistribution. On doit aujourd'hui avoir une politique de transition qui est aussi couplée à une redistribution, à une attention particulière au niveau social. Et ceci, ce ne sera pas possible avec l'austérité. Si on est reparti pour des politiques d'austérité, on n'aura pas les moyens suffisants pour mener cette transition, et de manière juste, et donc de manière acceptable. Et donc, malheureusement, je pense qu'elle ne sera pas efficace. Voilà. Merci beaucoup, Marie Cudon, pour ces premiers éclairages déjà très éclaircissants. Zakai Khattabi, je me tourne vers vous à présent. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, on a vu que la transition écologique peut être positive pour les classes populaires et les travailleurs. Comment faire en sorte pour qu'elle le soit, effectivement, que la transition écologique soit juste en matière d'emploi? Et deuxième question, en tant que ministre du Green Deal, est-ce que, selon vous, les plans de relance annoncés répondent à ces exigences de transition juste? Merci. C'est vrai que passer avec des questions précises après Marek, c'est compliqué tant on aurait envie de rentrer en discussion et construire en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est facile pour moi puisque quand j'ai pris ma fonction, j'ai hérité d'un rapport qui a été commandé par ma prédécesseur, hein, un rapport que Marek a fait notamment sur post-Covid et dont je me suis très rapidement inspirée pour la suite des aventures qui étaient les miennes dans ce mandat. Je vais quand même me permettre en une minute de réagir à 2-3 éléments que j'ai entendus chez Marek. C'est vrai que sur la question même du mot transition, tu l'as évoqué, que ça aussi induit le fait que, sans doute pour rassurer, hein, on disait n'ayez pas peur, c'est pas la révolution, les choses vont se faire naturellement et on va y arriver. Bon, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on voit l'effet que ça a eu. Et c'est vrai que moi je parle aussi de la transition en termes de reconversion. Je pense que la transition juste, c'est aussi une attention pour la reconversion de secteurs, mais aussi de travailleurs. Mais j'imagine que Marie-Hélène en parlera mieux que moi. Nous avons une réflexion au cabinet autour de... donc vous savez que j'ai la compétence environnementale, notamment, qu'on travaille beaucoup sur l'économie circulaire, qu'on pousse beaucoup la sortie de notre économie linéaire vers l'économie circulaire, mais on a à l'esprit aussi l'impact que ce changement aura en termes d'emploi. Je pensais à ça lorsque tu évoquais, par exemple, des pertes sèches en termes d'emploi dans certains secteurs. Parce que lorsque je débatte de cette question-là, c'est vrai que d'abord, moi je dis, au pire, en termes d'emploi, la transition est une somme neutre, dans le sens où, notamment du point de vue énergétique, les travailleurs dans nos centrales nucléaires vont devoir être accompagnés dans la reconversion de leur expertise et de leur technicité, parce qu'on aura toujours besoin de travailleurs qui nous permettent de pouvoir encore avoir de l'électricité, par exemple. Mais c'est clair qu'avec l'enjeu de l'économie circulaire, là, ça pose effectivement d'autres questions sur effectivement le nombre d'emplois en tant que tel, mais aussi sur notre modèle social, sur la manière dont on finance notre sécurité sociale. Enfin, voilà, donc ça appelle d'autres réflexions et d'autres débats. Tu évoquais la nécessité d'un besoin d'investissement massif. Je suis totalement d'accord, mais il y a aussi un besoin important de désinvestissement. C'est vrai, bon, voilà, mon terrain de jeu, il est politique et au gouvernement, et avec des familles politiques qui ont de ce point de vue-là des visions très, très différentes. Et donc, c'est important pour moi de mettre l'enjeu du désinvestissement. Quand j'entends certains collègues qui refusent d'investir, alors je leur dis, OK, mais alors désinvestissons. Mon administration, avec l'administration des finances, a produit un rapport, enfin, le cadastre, c'était une demande inscrite dans le texte, le cadastre des subsides fédéraux
en énergie fossile, eh bien, on a chaque année entre 12 et 15 milliards d'investissements par le fédéral dans les énergies fossiles. Et donc, à côté des investissements nécessaires, il faut qu'on désinvestisse également. Alors, sur la question de la transition juste, je pense que le public, l'État, doit être un acteur central et fondamental de la transition. Je vais faire une digression, mais vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc, j'en parle très aisément parce que j'étais moi-même partie à la cause. Donc, quand les citoyens vont devant la justice pour condamner les gouvernements pour inaction climatique, et j'en parle comme présidente, j'étais partie à la cause. Quand les différents jugements sont tombés, et notamment, alors ça ne nous concerne pas, c'était ailleurs, Shell qui se fait condamner et qui doit revoir et mettre sur la table des propositions. Alors c'est clair que symboliquement c'est une victoire, mais moi ça m'inquiète. Moi ça m'inquiète parce que la première question que je me suis posée suite à cette condamnation, c'est mais tiens, c'est Shell tout seul qui va définir les termes de sa transition, hein, dans une absence de débat public et de cadre général. Et donc de ce point de vue-là, je pense que le service public ou l'État a un rôle fondamental pour placer le cadre de cette transition. S'il a un rôle central et fondamental pour placer le cadre de cette transition, il doit, pour penser les termes de cette transition, organiser le débat public et la délibération collective. Hein, donc, d'où, je ferai le lien tout à l'heure avec une de mes missions dans le cadre de ma fonction, la nécessité de mettre autour de la table les différents acteurs. Alors donc, je le disais, on a besoin de l'État. Il n'y aura pas de transition sans mobilisation générale des pouvoirs publics, parce que c'est vrai, si les éco-gestes, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, individuels sont importants, au moins symboliquement, ils restent largement insuffisants à l'aune des transformations nécessaires voilà, que la crise climatique appelle, et Marek les a évoquées. Et donc c'est bien au niveau structurel qu'il faut agir, il faut changer d'échelle, et ça passe par les leviers de la chose publique. Ça passe par la législation, par le respect de normes, par la fiscalité, par le financement, par la formation, par l'enseignement. Et donc c'est bien là que les leviers sont. Je le dis, mais tout de suite, je dis, si les leviers sont là, il n'empêche que la réflexion préalable aux orientations à donner doit se faire avec la société civile, avec les syndicats, avec les acteurs. Et donc, le public doit placer le cadre dans lequel cette transition, doit placer le terreau fertile pour que cette transition se fasse. Et à cet égard, le Green Deal, tu évoquais le fait que l'Europe nous a forcé la main. C'est clair que quand j'ai pris mes fonctions, je le disais, mon premier allié, c'était l'Europe. Hein, et de ce point de vue-là, le Green Deal, avec l'approche transversale qu'il induit, renoue avec j'ai envie de dire, une idée un peu, une idée romantique ou de la grande politique. Alors ici, je parle théoriquement. Hein. Après, quand on voit certains grands écarts, on peut s'interroger. Mais ici, l'approche du Green Deal est quand même une approche qui fait que l'État ou que la puissance publique assume son leadership du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental. Et c'est ce qui m'a aussi amené, moi, à considérer que le Green Deal était au XXIe siècle ce que l'acier et le charbon ont été au XXe siècle pour la construction européenne. Alors, c'est une idée fondamentale, mais je mets tout de suite des bémols aussi, hein, quand après on voit le résultat de la négociation sur la PAC. Enfin, voilà, on reste quand même dans des contradictions et donc le rôle du public, de l'État est fondamental. La transition climatique, en ce qu'elle appelle des changements profonds et structurels, ils ont été évoqués par Marek, doit être interrogée sous l'angle de ses effets en matière de justice sociale. C'est d'ailleurs une exigence qui a déjà été, et à de nombreuses reprises, soulignée par le GIEC, qui a posé la question de la justice et de l'équité comme centrale, parce que c'est cette justice qui permettra à la transition d'advenir. Ou sinon, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises ou des collectivités, il y aura toujours des freins. Et donc, c'est une question, c'est un enjeu, et c'est comme ça qu'à titre personnel je considère, consubstantiel à la transition climatique. Ça doit être une transition juste, sans quoi on n'y arrivera pas.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, dans les discours publics, dans les discours militants, ça semble percoler. Quand je me fais donner des leçons par la droite en termes précisément de justice sociale, je me dirais, mais tiens, tout est là pour qu'on avance. Le problème est que la notion de justice est une notion politique, philosophique, qui ne fait pas consensus en fait. Et donc, quand les uns et les autres, nous défendons l'idée de la transition juste, nous ne mettons pas tous la même chose derrière. Hein. Et donc, alors, la notion même de transition juste a une histoire. Hein. Dans les années 90, un syndicat qui sort de cette posture défensive des syndicats dans lequel s'inscrivait la confrontation entre l'emploi et l'environnement, et où, à un moment donné, les syndicats comprennent que la question environnementale et la question de l'emploi vont de pair, d'abord parce que ce ne sont pas elles les ennemis. Hein. Il y a un ennemi commun qui est un modèle qui fatigue, et selon la formule qui est aussi maintenant un peu bateau, mais fatigue la terre et les travailleurs. Quoi. Et donc, cette première définition de la transition juste, elle est tournée et axée exclusivement sur la question et l'enjeu du travailleur en tant que tel. Alors depuis, la transition juste a été inscrite dans plein de, notamment dans l'accord de Paris, etc., etc. Et il faut qu'on ouvre l'enjeu de la transition au-delà du travailleur, tant on sait d'abord aujourd'hui que le travail lui-même, l'emploi, se fait une denrée rare, et donc qu'est-ce qu'on fait de tous les autres ? Il faut que les produits et les services dans le monde décarboné soient accessibles pour tous. Et donc il y a l'enjeu du travailleur, mais il y a l'enjeu du consommateur. Il y a aussi l'enjeu de, je l'évoquais tout à l'heure avec Pierre, l'enjeu des petites et moyennes, des indépendants, des petites et moyennes entreprises qui doivent aussi être accompagnées. Donc la transition juste aujourd'hui, elle englobe un nombre certain de réalités autour desquelles nous devons nous mettre d'accord. Et donc, et j'en terminerai là. Et donc, dans ma feuille de route, il y a l'organisation d'un débat autour de la transition juste qui mettrait autour de la table l'ensemble des acteurs et des parties prenantes pour essayer d'avoir un consensus sur ce que nous considérons en Belgique être la transition juste. Alors ça devrait être un compromis, on le sait. Enfin, la Belgique est par excellence, et d'autres ici dans le panel sont mieux placés que moi pour le dire, voilà. Donc il faudra qu'on se mette d'accord autour d'une définition de ce qu'est la transition juste. Alors j'en ai bien une idée, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de la reconversion, de l'accompagnement des travailleurs. C'est aussi la fiscalité juste, hein, la proposition de la Route-Roux et compagnie, effectivement, fait partie de cette discussion-là. C'est aussi la question de l'enseignement, donc beaucoup plus en amont, la question de l'offre de formation. Et puis, ici je l'ajoute un peu, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu culturel. Et donc, par exemple, aujourd'hui, ces dernières semaines, le débat public tourne autour de l'enjeu énergétique, de la fermeture des centrales. Voilà. Et je trouve qu'un grand absent, donc, je ne veux pas venir sur la polémique, mais qu'un grand absent du débat actuellement en matière énergétique, c'est le fait de freiner notre consommation. Et donc là aussi, quand on entend les plus grandes confrontations autour, donc j'ai envie de dire, à part l'un ou l'autre, bon, je n'ai pas besoin de mettre de nom dessus, à mon avis, chacun le mettra. Plus personne ne remet en question le fait que nous avons une responsabilité par l'activité humaine dans le changement climatique. Et dès lors que nous avons fait la crise, de la même manière, nous avons les moyens de la défaire. Et du coup, aujourd'hui, le débat public, il est sur comment est-ce qu'on le défait. Et sur la place dans les débats publics des conceptions très différentes. Des gens qui n'envisagent pas effectivement l'idée de ne pas pouvoir laisser l'eau couler alors qu'il est au téléphone quand il a commencé. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc il y a un enjeu aussi culturel à discuter. Et tout ça fera l'objet d'un débat public et d'une délibération collective. L'enjeu pour moi étant en fin de mandature, mettre sur la table des prochains différents gouvernements des réformes profondes dans les différents domaines de compétences, mais qui auront été discutées collectivement. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, et j'étais un peu dans tous les sens, mais voilà, je m'arrêterai ici pour le moment. C'était déjà beaucoup d'éléments très intéressants, merci. Et oui, j'accélère un peu, puisqu'on avance déjà pas mal dans le temps imparti. Mais donc, Marie-Hélène Ska, c'est à vous maintenant. En tant que représentante des travailleurs, j'avais deux questions qui m'intéressaient.
La première, c'est quel est le rôle des syndicats selon vous dans la transition? Est-ce qu'ils peuvent ou doivent pousser à l'interne les entreprises à se verduriser, par exemple via le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement, mais quelque chose qui soit quand même au-delà des petits pas et des changements à la marge dont parlait Marek Hudon? Et deuxième question, c'est un sujet un peu tricky, hein, mais on est parfois confronté, le monde politique est parfois confronté à ce qu'on appelle le chantage à l'emploi, avec des entreprises polluantes qui veulent s'implanter et voudraient qu'on fasse finalement une exception sur nos conceptions environnementales pour qu'elles puissent créer de l'activité et, selon elles, générer de l'emploi. Je voudrais savoir quelle est votre opinion sur le sujet. Merci. Il n'y a pas de question tricky, c'est plutôt intéressant. D'abord, pour le rôle des organisations syndicales dans la transition, je peux évidemment parler plus facilement de la CSC, mais je pense que dans une large mesure, enfin dans une mesure certaine, je dirais, c'est valable pour l'ensemble des organisations syndicales. Il faut partir du début. Fin du XXe siècle, dans les années 80, nous avons démarré effectivement le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement. C'était lié à une convention de la région wallonne qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et c'est important parce que si la région wallonne n'avait pas permis aux organisations syndicales, en obligeant de le faire tout ensemble, de mener des opérations de sensibilisation dans les entreprises, je pense que nous n'aurions pas pu le faire. Nous n'aurions pas pu le faire parce qu'il n'y aurait pas eu un consensus suffisant à l'intérieur des organisations syndicales pour le faire, et parce que nous n'aurions jamais pu pénétrer à l'intérieur des entreprises sur des enjeux comme ceux-là, dans beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout sur les questions de développement durable. Et donc on y reviendra tout à l'heure, le rôle de l'État est crucial. Donc nous avons commencé par mener des expériences dans les entreprises. Puis nous avons eu un premier congrès dans les années 90 qui reconnaissait ce qu'on appelait à l'époque le développement durable. C'était déjà quelque chose de très compliqué dans le monde du travail. Précisément pour les questions qui ont été évoquées par Marek et par Zakia, à savoir le sentiment qu'on allait oublier certains types d'activités, que les activités industrielles allaient être menacées, et en particulier en région wallonne, on avait déjà payé notre tribut à la reconversion, etc. Et comme notre boulot, il est de représenter les travailleurs, on doit partir aussi des réalités et des angoisses du monde du travail. Mais néanmoins, nous avons tenu la ligne et dit que pour nous, le développement durable était un triangle indispensable. 10 ans plus tard, en 2009, nous avons tenu un deuxième congrès autour de la question de la transition juste. Donc on faisait un saut qualitatif parce qu'on pensait qu'on était mûr pour le faire, en disant aujourd'hui la transition est un fait, mais elle ne pourra advenir et nous ne pourrons la soutenir que si elle est juste. Alors aujourd'hui je suis heureuse d'entendre que la transition juste est devenue... les deux mots sont devenus indissociables, ce n'était pas le cas à l'époque. Et les risques étaient énormes que la transition se fasse avec beaucoup de perdants, et les perdants qui avaient déjà été les perdants des réformes industrielles. Et je fais juste un petit parallélisme. Au niveau européen, syndicalement, nous plaidons évidemment depuis très longtemps maintenant pour la transition juste, mais je peux vous dire que ça fait beaucoup de débats. Avec les mineurs polonais, c'est très très compliqué. Parce qu'en Pologne, il n'y a pas eu ces évolutions culturelles, et parce que dans les faits, nous savons que les premiers perdants de la transition, ce seront les mineurs des mines de charbon. Et donc nous ne pouvons pas non plus accepter syndicalement qu'au nom d'une transition juste et d'une transition qui doit se faire rapidement, des personnes soient laissées au bord du chemin, j'y reviendrai. En 2019, nous sommes allés un pas plus loin en prenant acte de la transition juste et en disant nous voulons être un acteur majeur de la transition juste. Donc nous prenions notre pleine place dans cette transition juste. Autour de 3 aspects en particulier, certains ont été soulevés par les intervenants précédents, d'autres pas. Le premier axe dont on n'a pas parlé du tout jusqu'à présent, ce sont les matières de santé et de sécurité au travail. Pour nous, c'est une matière absolument cruciale et il n'y a que les organisations syndicales qui sont sur ces terrains-là. Il y a aujourd'hui 200 000 travailleuses et travailleurs qui perdent la vie en Europe pour des questions de cancer liées au travail chaque année. On connaît les substances toxiques, on connaît les perturbateurs endocriniens, on connaît toute une série de maladies qui sont liées à l'utilisation de substances dans le monde du travail. Et on sait qu'au niveau européen, nous avons un retard colossal en la matière. Au nom de la règle, pas de nouvelles directives s'il n'y en a pas une qui est supprimée. Au nom des études d'impact, on a perdu énormément de temps sur ces questions-là. Donc pour nous,
un des axes majeurs de la transition juste est celle de la santé et de la sécurité au travail. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que dans un monde de transition, en transition, des travailleuses et des travailleurs meurent, soit en mauvaise santé sur leur lieu de travail. Le deuxième aspect, c'est un aspect qui a été évoqué par Marek Hudon et Zakia Katabi, c'est ne laisser personne au bord du chemin. De nouveau, ça nous paraît indispensable et c'est pour nous une des balises fortes de la transition. Et quand nous disons ne laisser personne au bord du chemin, ça renvoie effectivement aux questions de sens du travail et au fait de ne pas reporter la charge de la transition sur les travailleurs. Prenons des exemples tout à fait concrets. Dans le nucléaire, ça a été cité. Nous avons été attaqués durement quand nous avons soutenu la sortie du nucléaire en disant que c'est la première fois qu'une organisation syndicale plaide pour la fermeture d'une activité économique. C'était extrêmement violent. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de discours sur l'automobile. Chaque fois, la réaction est la même, c'est de dire si quelqu'un veut aller tenir une assemblée chez Audi à Forêt en expliquant aux travailleurs que leur boulot ne sert à rien, qu'il faudrait mieux qu'ils fassent autre chose, allez-y. Quelle est l'alternative aujourd'hui pour ces travailleurs-là ? Et donc, toute transition, pour qu'elle soit juste, doit reposer sur des possibilités d'alternatives qui soient travaillées avec les organisations, qui soient anticipées, et pas juste au moment où l'entreprise dit « Ah ben voilà, moi mes actionnaires, ils me demandent de faire moins X% de pollution ou de production carbone, et donc demain matin, vous allez voir ce que vous allez voir, on va s'y mettre. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ne laisser personne au bord du chemin, c'est quelque chose de très, très, très important. Et puis, accompagner les travailleurs, ça c'est notre boulot premier, accompagner les travailleuses et les travailleurs dans la transition. Prenons deux exemples concrets qui nourrissent à la fois la question du sens et celle de l'accompagnement des travailleuses et des travailleurs. Dans le plan de relance, il y a un accent extrêmement important qui est mis sur l'isolation des bâtiments, sur les bâtiments publics, sur la question de la construction. Aujourd'hui, pour convaincre quelqu'un qui travaille dans le secteur de la construction qu'il faut passer à une toute autre conception de la construction, pour mobiliser aussi, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure à l'idée de la formation, parce qu'on nous rabâche tellement les oreilles avec cette idée de formation que ça en devient quasi insupportable. Si vous n'expliquez pas à un jeune ou à un moins jeune du secteur de la construction que le fait d'isoler l'école du village dans lequel il habite, pas celle qui est à 50 km de chez lui permettra d'être fier demain quand il conduira ses enfants à l'école en disant « Tu sais, si l'école elle est bien isolée, c'est parce que moi, j'y ai contribué et donc moi, j'ai joué un rôle. » Alors nous passons à côté de quelque chose de fondamental qui est le sens du travail. Même chose avec les bâtiments publics. Et j'en viens à la dimension de justice dans la transition. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas faire les gestes qui permettraient d'économiser de l'énergie chez elles, parce qu'elles vivent dans des passoires énergétiques, dans des logements sociaux. Et je n'ai pas encore vu vraiment de programme aujourd'hui, par exemple d'isolation des logements sociaux, qui se fasse avec les habitants des logements sociaux. Parce que quand vous isolez vous-même votre propre logement, vous prenez conscience d'un certain nombre de gestes à faire ou ne pas faire. Vous êtes fier d'avoir contribué à ce que votre logement, même si vous êtes locataire, et un logement dont vous respectez la manière dont il a été construit, isolé. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives comme celle-là, dont on ne perçoit pas toujours la portée symbolique, mais que la portée symbolique est aussi celle qui donne du sens. Donc 3 aspects pour nous, la transition juste, les questions de santé et de sécurité, le fait de ne laisser personne au bord du chemin, et le fait d'accompagner les travailleuses et les travailleurs. Ce qui m'amène sur les 2 autres aspects, la question que vous posiez, la question du chantage à l'emploi. Alors pour moi, sur la question du chantage à l'emploi, les choses sont assez claires. Zakia Katabi en a parlé, c'est le rôle de la puissance publique. Moi, je n'accepte plus aujourd'hui, nous n'acceptons plus aujourd'hui, de dire quand Alibaba propose de s'installer à Liège, etc., quelle va être la réaction des organisations. Notre première réaction est de dire comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent encore accueillir avec des subventions à la clé, avec des terrains à bon marché à la clé, avec des infrastructures à la clé, des entreprises qui contreviennent autant à tous les principes d'une transition juste. Vous évoquiez tout à l'heure les 12 à 15 milliards qui existent encore de dépenses de l'État fédéral dans les énergies fossiles. À un moment donné, il faut être cohérent. Et on ne peut pas demander à la personne
qui voit une opportunité d'emploi devant chez elle, de dire « je vais me lever le matin et aller dire que je ne veux pas de cet emploi-là ». Donc il faut des règles beaucoup plus contraignantes et une régulation beaucoup plus forte sur un certain nombre d'éléments du développement économique. Le deuxième exemple que je peux prendre, parce que c'est un exemple récent et qui est très compliqué avec les employeurs sur le sujet, c'est la question de l'e-commerce. Ce n'est pas normal que les organisations syndicales soient aujourd'hui confrontées à une négociation avec les employeurs sur les horaires de nuit, le travail de nuit, est-ce que la nuit commence à minuit ou à 8 heures du soir, simplement parce que les entreprises d'e-commerce, aujourd'hui, elles sont situées juste à la frontière hollandaise et qu'on voudrait bien qu'elles s'installent 10 km plus bas que la frontière hollandaise, mais au prix, évidemment, de concessions sociales importantes. Donc nous l'avons refusé. Nous avons dit que nous préférions, et c'est de nouveau un choix extrêmement difficile pour des organisations syndicales, nous préférions ne pas avoir d'entreprise d'e-commerce juste à la frontière avec les Pays-Bas, mais côté belge, si c'était au prix d'un travail de nuit qui coûte la même chose que du travail de jour. Pour des questions de santé et de sécurité des travailleurs, pour des questions aussi de choix philosophiques. Mais nous nous sentons un peu seuls quand il faut arriver sur des dossiers comme ceux-là. Et ça m'amène à deux éléments un peu en guise de conclusion. Le premier, c'est que aujourd'hui, une part importante du conservatisme qui reste sur ces questions de transition, elle est liée à des conceptions économiques qui restent extrêmement difficiles. Nous le voyons tous les jours dans les négociations avec les employeurs et je peux respecter parfaitement leur point de vue, mais je trouve qu'ils sont, sur les questions de mobilité, sur les questions d'énergie, etc., d'un conservatisme absolument désolant, sur les questions du travail de nuit ou d'autres. Nous avons par exemple une demande pour pouvoir entrer en discussion avec les employeurs sur un travail qui se ferait indépendamment du lieu ou des contraintes horaires. Ça s'appelle de nouveau l'e-commerce, le travail de nuit, etc. Et donc, où que vous travaillez, quel que soit le moment auquel vous travaillez, le travail doit vouloir coûter la même chose. Donc, nous sommes refusés, évidemment, à entrer dans des discussions comme celle-là, mais le cadre régulateur manque par rapport à cet aspect-là. Le dernier élément que je voudrais évoquer, c'est justement la question de la transition juste. La transition juste est un concept utile et a été un concept utile jusqu'à présent. Mais une transition qui ne dit pas à quel port on va arriver, quel est le point d'arrivée, est quelque chose qui est difficile à vivre. L'impression d'être en transition permanente et de ne pas savoir, tiens, quel est l'objectif final est difficile. Donc j'espère que, alors vous me direz c'est de la sémantique, c'est du vocabulaire, mais ça aide aussi à se situer, que derrière la question de la transition juste et au-delà de la neutralité en CO2 ou d'une diminution de 55% des émissions, etc., nous pourrons arriver collectivement à formuler un objectif, un lieu d'arrivée, même s'il est transitoire, qui soit inclusif et qui indique exactement vers où on va. Sinon, c'est difficile de se mobiliser, nous semble-t-il, sur ces enjeux. Donc voilà, nous sommes pleinement... La volonté est d'être acteur de la transition, donc d'accepter aussi d'être interpellé sur ces sujets-là. Nous venons d'être invités depuis hier par le ministre Gilles Quinet dans une plateforme sur les nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles. Je pense que ça va être aussi quelque chose de compliqué et dans lesquels les travailleurs ne peuvent pas juste être considérés comme ceux qui décident dans quel sens volent les avions. Ce n'est pas notre rôle à nous. Mais en même temps, ce sont des enjeux qui concernent évidemment de manière très intimement liée à la fois le développement économique d'un secteur et à la fois la vie des habitantes et des habitants de plusieurs régions. Voilà. Merci pour ces réflexions inspirantes. Alors Jacques Cray, last but not least, je l'ai dit en entrée, vous n'êtes pas un représentant officiel du patronat, mais vous apportez quand même un point de vue de chef d'entreprise dans ce débat. Et donc moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est quel est le rôle, selon vous, que doivent jouer les entreprises dans la transition environnementale et comment est-ce que le politique doit les inciter ou les contraindre à se transformer si elles ne le font pas d'elles-mêmes. Et alors, deuxième question subsidiaire, durant cette transformation, les entreprises, est-ce qu'elles ont des obligations morales vis-à-vis de leurs travailleurs? Ok, vaste programme.
petite intro ou réaction aussi à ce que j'ai déjà entendu. En fait, il y a beaucoup de choses que je vais répéter. Donc, on ne s'est même pas concerté. Mais donc, il y a quand même certains alignements qui sont possibles. Et je voudrais déjà réagir sur la question que tu avais posée, qui était quel est l'objectif, quelle est la finalité, ou est-ce qu'on peut voir la chose. Et pour moi, c'est central, ce point-là. Et donc, quel est le rôle de l'entreprise? Je voulais commencer d'abord par définir une entreprise, parce que, toujours vouloir recommencer à définir, mais malgré tout, la loi ne définit pas l'entreprise, elle définit la société. Et la société, ce sont les apporteurs en capitaux, et la loi leur donne tout pouvoir. Donc ça va aboutir à une question supplémentaire par la suite sur quel est le rôle du travailleur dans l'entreprise. Pour moi, donc, une entreprise, c'est une définition beaucoup plus large que simplement la société de capitaux. Et donc, pour simplifier les choses, j'ai été chercher celui que je pense a le mieux défini, à mon point de vue, l'entreprise. C'est un certain Philippe de Waut de l'UC Louvain, personne n'est parfait. Et il dit, voilà, définir l'entreprise, c'est accepter de situer sa fonction dans la perspective plus large de l'éthique et du bien commun. C'est quand même du lourd, quoi. Hors de laquelle sa légitimité politique et morale n'existe pas. Cela revient à reconnaître en définitive que l'entreprise n'est pas sa propre fin, mais est au service de l'intérêt général qui la dépasse. Bon, voilà un terme d'objectif que l'on pourrait se mettre pour dire, maintenant, comment fait-on pour y arriver? Bon, c'est peut-être un peu utopique, mais malgré tout, je pense que face aux défis que les entreprises ont aujourd'hui à se positionner devant ce qu'on appelle une transition, mais pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme, donc c'est vraiment beaucoup plus important que de simplement transiter. On doit changer complètement d'un modèle à un autre, donc, et notamment de modèle économique. Et donc, pour moi, quelle est la question que doit se poser l'entreprise et ses dirigeants, essentiellement ses dirigeants, c'est de savoir quelle est sa raison d'être. Donc là-dedans, on va tout de suite retrouver le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et à quoi on sert, et est-ce qu'on peut définir notre raison d'être par rapport à l'éthique et par rapport au bien commun. Il y en a quand même beaucoup, et on en a cité certains, qui vont dire, oui, alors je ne sers à rien. C'est terrible, mais donc c'est bien la question qu'on s'est posée tout au long du débat, c'est de dire, oui, mais comment va-t-on transitionner des gens qui étaient dans tel domaine et qui finalement se révèlent être soit en déclin économique parfait, soit en inutilité aussi parfaite. Bon. Mais donc, on ne peut pas imaginer une transition d'entreprise sans une transformation profonde de leur raison d'être pour les adapter à une situation future. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était les emplois. Et le premier point sur l'emploi, je pense que vous les avez cités au moins 2 sur 3, c'est la perte énorme de sens dans le travail. Aujourd'hui, on a une difficulté gigantesque à engager dans les entreprises. Les sociétés, les associations patronales disent oui, il faut former, il faut adapter, il y a des métiers en pénurie, etc. Je pense que le problème est beaucoup plus vaste que ça. Les gens ne trouvent plus de sens à travailler. Point. Donc l'enquête le montre. Et donc, quelle est la conséquence de la perte de sens? Il n'y a plus aucune motivation à travailler. Il n'y a plus de motivation parce qu'on n'y voit plus de sens. Et ça, c'est un problème de société qui est gigantesque. Je n'ai pas la solution, et l'effet Covid, ça l'a accentué fortement, puisqu'on s'est dit, tiens, finalement, je reste à la maison, oui, je travaille, mais au fond, je vois mon entreprise de loin et je me dis, tiens, au fond, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait?
C'est évidemment très proche, c'est très très présent chez les jeunes. C'est aussi, bon, pour les cadres, c'est tout aussi vrai. Hein, donc il y a une difficulté de plus en plus grande à attirer, et donc l'entreprise doit donner du sens. Elle doit être attirante, c'est-à-dire avoir des conditions de travail qui sont où on a du plaisir à travailler. Donc le deuxième point, c'est le plaisir à travailler. C'est indispensable d'avoir du plaisir à travailler. Et donc, l'accueil, la formation en entreprise, c'est quelque chose qui devient incontournable. Si on veut attirer les jeunes, il faut qu'on forme en entreprise. On ne peut pas se positionner en disant « Ah oui, mais l'enseignement, il faut qu'il évolue. » Et puis « Ah oui, mais il faut que l'État s'occupe de ceci, etc. » L'entreprise a un rôle de formation important. Les entreprises ont des problèmes de taille, très liés à l'énergie, mais donc les activités d'entreprises qui sont très liées, non pas liées à l'énergie, mais en fait, toute entreprise industrielle fait de la transformation, donc utilise de l'énergie. Cette énergie va être de moins en moins disponible. Et donc la taille des entreprises, on ne va plus chercher à produire en masse pour diminuer les coûts. Donc ça a un impact aussi sur la main-d'œuvre, me semble-t-il, c'est que des entités plus petites, la course à la productivité, ça n'a plus de sens, ça n'aura plus de sens. Bon, alors le coût, ça c'est un autre point que je vais aborder dans le côté politique. Et donc, par contre, moi je suis assez optimiste sur la vision sur l'emploi pour le futur. Il y a des bassins d'emploi futurs extrêmement importants, et l'enquête, enfin tu l'as cité Marek, je suis plus proche de l'agriculture, et donc en agriculture, on voit, bon, on passe au minimum là. Alors, on sait qu'il va y avoir énormément d'emplois possibles dans l'agriculture, non qualifiés, mais il faudra réellement retrouver le sens, il faudra aussi ressortir de la ville pour aller travailler dans les champs. Donc, je ne sais pas comment tout ça va se passer, mais il y a un gisement très important. Pourquoi ? Parce que la mécanisation probablement restera, mais ne fût-ce que les phytosanitaires. Si on supprime, et on doit supprimer les phytosanitaires, ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui seront mécanisées, manuelles, et il faut de l'emploi dans l'agriculture. Ce sera plus possible de produire de manière intensive comme on l'a fait les 30 dernières années, enfin 50. Alors, bon, l'industrie, on l'a cité, il y a des entreprises et des choses qui doivent arrêter. Et je pense que c'est le rôle de l'entreprise, quand elle imagine sa raison d'être, de se dire « Qu'est-ce que je vais faire demain ?» Je vais essayer, si j'ai encore un peu de temps, je vais l'illustrer avec Cosucra. Alors, il y avait le troisième point qui était le rôle du politique. Ben, il y avait la contrainte que tu as citée, contraindre. Pour moi, les contraintes, c'est imposer des limites. Donc, c'est les limites dans lesquelles on doit travailler. C'est une notion qui n'existait pas, puisque c'est bien le défaut du modèle économique dans lequel on est, c'est que les ressources sont inépuisables et infinies. Et maintenant, on a des limites. Ben, il faut fixer des limites. Et ça, je pense que toutes les entreprises sont demandeuses là-dessus, mais elles ne le disent pas. Mais sans ça, elles ne pourront pas avancer. Donc, il faut absolument que le politique, comment dire, soit conscient et prenne son courage à deux mains, ou je ne sais pas quoi, mais il faut y aller, quoi. Donc, parce qu'elles doivent savoir le cadre d'opération dans lequel elles vont travailler. Et alors, elles pourront définir leur raison d'être. Donc, est-ce que le rôle du politique, c'est de définir le bien commun, peut-être ? Est-ce qu'elle ne doit pas dire, voilà, l'utilisation des ressources, c'est ça, et ce sera limité à ça. Ça fixe un cadre. Et un deuxième point dans cette contrainte et cadre de limite, c'est le problème des niveaux de pouvoir, et donc de la hiérarchie des niveaux de pouvoir, notamment en Belgique, mais pas seulement.
Et ce qui fait dire chaque fois aux associations d'entreprises, oui, mais il nous faut un level playing field, etc. Mais c'est ça. Une fois qu'il y a une hiérarchie des normes et une hiérarchie des choses, messieurs, vous travaillez dans ce cadre-là, et c'est ça. Et ça doit venir le plus vite possible. Sans ça, les entreprises restent dans leur ancien modèle, où il n'y a pas de contraintes et où il n'y a que le coût et le prix des choses qui déterminent ce qu'on fait. Dans l'incitation, je l'ai mis là-dedans, je pense que la fiscalité rentre dans l'incitation. Et donc le gros problème qu'on a dans la fiscalité, c'est que c'est le travail qui porte toute la fiscalité et donc toute la redistribution, et que le capital ne porte rien. Et donc, bon, je ne suis pas un adepte de la philosophie de Piketty, mais il a raison sur ce point, et Emmanuel Saez aussi. On a, depuis les années 80, complètement défiscalisé le capital, et on a légèrement augmenté toute la contribution sociale. Quand on parle d'injustice, ça c'est flagrant, quoi. Donc ça peut se faire dans un modèle économique. Moi, je suis assez fan, en tout cas dans la philosophie du donut. Maintenant, après, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire et comment on le met. J'ai encore un peu de temps ou bien non? Tout petit. Bon, ben alors je vais vous esquisser, parce que c'est toujours plus illustratif, le cas de ma société, Cosucra, entreprise de première transformation de produits agricoles en ingrédients alimentaires, donc dans une chaîne de valeur qui va jusqu'au retail et aux produits alimentaires. Comment les choses se passent? On utilise énormément d'énergie pour sécher des produits et pour les conserver et les transporter à travers les continents. Donc on exporte plus de la moitié de notre production de produits aux États-Unis. On sait bien que ça sera plus tenable, même si le coût du transport maritime n'est pas nécessairement le point clé. Le point clé, c'est de sécher. Et sécher, ça consomme du gaz naturel pour déshydrater. Et donc on se dit, ben, si on veut arriver en 2030 à couper en deux notre consommation d'énergie, soit on vend 2 fois moins, soit on arrête de sécher les produits, ou on les concentre. Ça veut dire qu'ils deviennent humides, ça veut dire qu'ils se conservent moins bien, et ça veut dire que le rayon de chalandise va considérablement se réduire et le temps d'utilisation va se restreindre aussi. Donc il faut changer complètement la façon dont on vend nos produits et comment on va les rendre disponibles pour l'utilisation. Et donc ça veut dire qu'on en a pour 10 ans. Et donc pour faire ça, on a des installations qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont de la taille qu'elles sont. Et probablement à côté ou en aval, on va commencer à transformer un peu plus pour que ce soit utilisable de manière plus concentrée dans un rayon de 500 km. Et on doit donc s'imaginer quelle va être la distribution des produits alimentaires, qui va les produire, qui va les rendre disponibles pour l'utilisateur final. Bon, ben, j'ai trouvé aucune étude prospective là-dessus, donc Marek, au boulot. Voilà, merci. Merci à tous les quatre pour ces premières interventions plutôt réflexives, mais parfois un peu abstraites et trop philosophiques. Donc je voudrais maintenant rentrer dans du plus concret. Et je vais vous poser un challenge aussi, c'est d'y répondre en 5 minutes à cette dernière question, parce qu'on avance assez vite. Et on va reprendre le même ordre, hein. Donc je commence par Marek Hudon, et la question que j'ai pour vous, c'est quelles sont les principales ou les premières mesures à mettre en place pour une Belgique plus durable et plus inclusive? Alors, je vais construire sur ce qu'on a dit. Je pense qu'on a parlé des conditionnalités. Je pense que c'était aussi un sujet assez consensuel. Aujourd'hui, si on veut que cette transition soit acceptée, et cette acceptation est nécessaire pour qu'elle soit efficace, il faut conditionnaliser. Il faut avoir des critères qui explicitent, qui donnent des conditions, c'est le mot, pour recevoir du soutien public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple un effort ou un plan de transition. Ça veut dire une cohérence, on en a parlé de différentes manières, de ne plus financer ce qui va avoir un impact négatif. C'est très difficile d'expliquer tout un chacun qu'on veut aller vers
un futur en termes de transition, et en même temps continuer à subventionner en effet ce qui va avoir un impact négatif vers cette transition. Je pense qu'on l'a attendu de différentes personnes. Donc ça c'est un atelier. Ça a été un gros mot, quelquefois, la conditionnalité en termes d'études économiques ou de théorie économique, mais je pense qu'on en revient aussi. Sans ça, ces contradictions rendent en fait l'acceptation beaucoup plus faible, et donc si on n'est pas cohérent, je pense que l'effort qui est nécessaire est beaucoup moins accepté aussi. Deuxième élément, c'est utiliser des outils tels que la taxonomie européenne des activités durables. On a là le résultat d'un travail qui est relativement consensuel. On a encore des débats sur certains éléments, mais quand même, qui nous permet d'avoir, grâce à cette taxonomie qui va donner vraiment une évaluation assez précise de qu'est-ce qui est plus durable ou moins durable en termes d'activité, un benchmark, et construire sur ceci. On parlait de conditionnalité, si on a un outil avec une taxonomie, on peut s'appuyer beaucoup plus fort que si on doit à chaque fois rediscuter de qu'est-ce qui est durable, ou qu'est-ce qui est moins durable, ou qu'est-ce qui va avoir des impacts sociaux ou pas. Et donc cette taxonomie, on la voit aujourd'hui, l'utilisation notamment de ce qui est finance, mais ça peut être beaucoup plus large. Je pense que là, il y a vraiment un outil qui est intéressant, et j'articulerai en tout cas des politiques. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que la question de la raison d'être des entreprises est sans doute importante aujourd'hui. Il y a eu un travail qui a été fait en France. Alors, on peut d'accord ou pas d'accord avec où ils ont abouti, mais en tout cas, on voit qu'il y a d'autres pays qui ont travaillé sur cette question-là, entreprises à mission, la question de biens communs aussi. Donc ça peut être intéressant, et c'est évidemment en phase avec l'évolution du monde des organisations aujourd'hui, et la société étant un type ou qu'un seul type d'organisation par rapport à d'autres, les coopératives ou autres. Ce qui me marque quand même, c'est que lorsqu'on parle de mission sociétale, cela n'empêche aujourd'hui que même si on va être d'accord, ou on se fait tout un travail qui doit être en co-création, je suis tout à fait d'accord avec les utilisateurs, le rapport de force final reste quand même aujourd'hui principalement parce que c'est la décision, parce que c'est ce mode d'organisation sur le capital. Lorsque j'ai encore des discussions, je me souviens la semaine passée avec pas mal d'investisseurs sur les attentes, les objectifs en termes de rendement aujourd'hui dans une économie où on sait en effet, on parle de donuts et de cadre, avec la difficulté d'une croissance, ou avec le fait qu'on se doute bien que d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui va payer, quand il y a des attentes de rentabilité qui sont aussi importantes et qui continuent, finalement, on a un risque d'avoir une entreprise à mission dont toute la question bien commun vient après la rentabilité du capital. Et c'est ce qui se passe concrètement dans certains cas d'entreprise. On va donner cet objectif, et puis après, on va commencer à discuter à la distribution qui soit juste. Et donc, ça revient à toute la question de la justice, et qu'est-ce que c'est que la justice, et différentes manières dans les questions sur les pensions. On est en plein dedans, évidemment. Est-ce que c'est simplement ce que moi j'ai donné en ma contribution directe que je dois avoir après, ou est-ce qu'on est dans des logiques plus larges de redistribution, de solidarité, en effet, de pénibilité, de quelque chose qui doit être suffisant ou pas. Voilà. Et dernièrement, pour finir, je pense que sur ça, juste un message positif, j'aime bien voir les choses de manière positive aussi. Le monde d'après le nouveau paradigme, qu'on le veuille ou non, on commence à mettre un pied dedans. On voit la question de la raréfication des ressources naturelles. Évidemment, on est dans un contexte de relance, mais on le voit pour la première fois, on se retrouve avec des manques, des pénuries, une augmentation de prix, notamment liée aux questions des transports. Si on va plus loin dans les conditionnalités, dans le désinvestissement, par exemple, des énergies fossiles, ça va sans doute faire les choses, changer les choses. Parler d'agriculture, je suis marqué aussi par rapport aux gens autour de nous qui se lancent dans le maraîchage, la difficulté aujourd'hui du maraîchage, avec le travail difficile, parce que la concurrence, level playing field n'y est pas, la concurrence est totalement injuste, inégale, notamment à cause de ces subventions sur les énergies fossiles. Voilà. Merci beaucoup, et bon point pour le respect du timing. Vous connaissez peut-être Éloi Laurent, qui est prof d'économie à Sciences Po Paris, et qui a fait une proposition pour passer d'un état de providence hérité du XXe siècle à un état qu'il appelle lui-même social-écologique, calibré pour les défis du XXIe siècle. Alors, sans rentrer dans le détail de sa proposition qui mériterait un débat en entier, je voulais demander à Zakia Khattabi ce que vous pensiez également que l'état de providence devait se réinventer, et la sécurité sociale,
notamment pour mieux prendre en compte les risques sociaux liés aux crises environnementales. Merci. Tu comprendras que la demande d'être concret et la question que tu me poses sont difficilement conciliables, hein. Donc ça, bon, d'abord, moi, je voudrais dire que, c'est une première considération. Moi, je ne parle pas d'État éco-social ou social Écologique. Alors, mais ici, donc, je suis plus ministre. C'est comme militante écologiste. C'est un terme que je n'utilise pas. D'abord parce que c'est un terme qui est utilisé par des socialistes dans leur reconversion à l'enjeu écologique. Et quand je dis ça, ce n'est pas au sens partisan, mais au sens idéologique du terme. Et donc moi, je préfère alors dire un État durable, donc d'un État social, d'un État-providence, un État durable, dans l'acception du développement durable, et donc où l'enjeu social et l'enjeu climatique sont au même niveau que l'enjeu des égalités, etc., etc. Et ça, je me plaisais à le dire quand j'étais présidente, je continue à le dire. Je pense que nous devons, comme écologistes, réfuter ce terme-là, parce que, indépendamment, alors par hasard, le Parti vert en Belgique s'appelle écolo, mais je veux dire, l'écologie, c'est une idéologie, c'est une doctrine, au même titre que le socialisme. Et Dieu sait qu'on voit certains partis socialistes qui n'ont de socialistes que de nom, les évolutions européennes. Donc, je veux dire, nous devons nous-mêmes réfuter cette appellation-là parce qu'elle laisserait entendre que l'écologie politique, donc comme projet politique, n'a pas intégré la donne sociale. Et ça, c'est parce qu'à mon avis, on fait une confusion entre écologie et environnement. L'environnement se limite à l'environnement. L'écologie intègre la question environnementale, mais pas que. C'était une considération que je me plais à rappeler systématiquement. Donc, oui à l'évolution de l'État-providence, État social, vers un État durable. Alors, peut-être, ceci étant dit, je voudrais rappeler les conditions, mais très rapidement, d'émergence de l'État social. Alors aujourd'hui, on est tous satisfaits et on s'inquiète de la difficulté à passer à un autre monde, mais pour nous donner un peu d'espoir, je voudrais dire que les conditions d'émergence de l'État-providence, de l'État social, ont été celles qu'on connaît aujourd'hui pour la transformation, avec les mêmes réticences des mêmes acteurs, qu'ils soient politiques et économiques. Ce sont les mêmes forces à la manœuvre, qui, dans les années 50, voulait imposer le primat d'une économie de marché qui s'appuie sur le démantèlement de l'État, sur la perte la déconstruction des solidarités collectives, etc. Et donc c'est un narratif similaire à ce qui a prévalu à l'émergence de l'État social, et donc qui assimile les principes de solidarité, de responsabilité et d'égalité, donc pour la justice sociale et environnementale, à des entraves aux libertés. On connaît ma voiture, ma liberté, voilà. Donc ça, c'est pour nous rassurer, dire voilà, l'État social a émergé malgré les contraintes, et ce sont les mêmes qu'on rencontre aujourd'hui et qui ne nous facilitent pas la tâche dans la construction d'un monde plus juste et d'un monde plus durable. Et donc, effectivement, après des années d'hégémonie néolibérale, de fondement productiviste de nos organisations sociales, il n'est pas étonnant qu'un nouveau projet ait du mal à émerger. Voilà, pour nous donner de l'espoir, je trouvais que c'était important de le rappeler. Alors, la transition, elle est fondamentale. Si, tu l'as dit Marek, si elle s'impose à nous, enfin, je veux dire, la situation est telle aujourd'hui, la raréfaction des matières premières, etc. Donc soit on attend de se retrouver effectivement sans matières premières pour y agir, ou alors on anticipe. Et donc, je pense qu'il faut anticiper en l'occurrence. Et lorsque l'on réfléchit à la transformation, on y réfléchit comme si on pouvait tracer un chemin où on se dit étape après étape, les choses vont se faire. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en plus, quand on le pense comme ça, un des freins à cette transition de l'État-providence à un État durable, c'est que ce sont les conditions d'émergence historique de l'État-providence. C'était la société industrielle, la société productiviste, donc dont on connaît la responsabilité dans le dérèglement climatique. Mais donc, les solidarités qu'on connaît aujourd'hui ont été construites sur ce modèle-là. Et donc, c'est comme si les solidarités étaient consubstantielles à l'industrie, en fait. Et que dès le moment où on postule la sortie du monde industriel, carboné, fossile, etc., on tue les solidarités. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas évoluer. Je considère, je pense que c'est aussi la thèse des lois, c'est que la difficulté n'est pas insurmontable. En tout cas, pas dans ces termes-là. Pour moi, la difficulté, elle n'est pas là. La difficulté et le passage de l'un à l'autre relève
alors c'est pas simple, hein, mais d'une révolution culturelle. Et d'ailleurs, le GIEC, dans le dernier rapport qu'il fait, c'est un rapport alarmant, c'est un rapport alarmiste, mais on occulte quand même qu'il y a une fenêtre d'opportunité et encore un espoir. Le GIEC le met en avant en mettant sur la table un scénario qu'on appelle SSP1, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais en fait qui postule de ne plus avoir comme horizon collectif et comme objectif, hein, tu demandais un objectif, c'est de ne plus avoir comme objectif la croissance du PIB. Et le rapport du GIEC dit, donnons-nous aujourd'hui comme horizon collectif et comme objectif avant la croissance économique les enjeux de santé, les enjeux de justice sociale et environnementale. Et je pense que l'enjeu, il est là. Et moi, comme politique, c'est quelque chose que j'essaie tous les jours d'évoluer. Enfin, avant moi, d'autres l'ont fait. Hein. Certains avec plus de succès que d'autres. Hein. Quand Jean-Marc Nollet a réussi à imposer des indicateurs alternatifs, par exemple en Wallonie, c'est un vrai enjeu politique qui nous permettrait de passer de l'un à l'autre. Quand, par exemple, les rapports de la Banque nationale belge, les rapports du Bureau du plan sortent les uns après les autres, en n'ayant jamais intégré les externalités, les contraintes, et que la seule lecture reste celle du monde décarboné, alors c'est clair que ce n'est pas simple. Et donc, pour moi, les conditions d'émergence et de la transition, c'est cette révolution culturelle par, effectivement, un enjeu autour de changer profondément notre logiciel collectif. Alors, ce n'est pas simple. Je n'ai jamais dit que c'était simple, mais je dis que ça en vaut la peine, parce qu'aujourd'hui, l'alternative, c'est continuer à vivre ce qu'on a vécu en juillet. Hein, aujourd'hui, on nous a toujours dit la transition a un coût économique. Alors, on sait aujourd'hui que le coût économique de l'inaction est plus important, mais en plus, il a aussi un coût humain. On a le choix entre ça ou une transformation profonde de nos sociétés. Alors, moi, j'ai fait mon choix, les écologistes l'ont fait, et je vais m'atteler, dans le cadre de mon mandat, à mettre en place tous les éléments de l'émergence de cette société durable. Merci. Ou malgré la question un peu abstraite, on a finalement des éléments concrets. Mais la question visait aussi à introduire la dernière, en fait, question qui, elle, va vraiment rentrer dans le très concret. Et je vais poser la même, en fait, à nos deux derniers intervenants. Je vais vous présenter 4 solutions éventuelles qui sont débattues dans le débat public et vous demander de réagir à celles que vous désirez, donc pas nécessairement toutes. La première, c'est celle qu'on appelle la garantie d'emploi vert. Il y a une campagne actuellement qui est menée en France par l'Institut Rousseau, qui s'intitule Emploi vert pour tous, et qui consiste en fait à demander que l'État, le pouvoir public, propose un emploi actif dans la transition environnementale à tous les chômeurs de longue durée. Donc, ils ont fait un sondage. En France, ils estiment que 4 Français sur 5 seraient favorables à cette mesure, et ceci dans tous les camps politiques, y compris parmi les électeurs de droite. Deuxième proposition, plus connue, il s'agit du revenu universel. L'idée ici, c'est qu'il s'agirait d'une forme de filet de sécurité pour les travailleurs qui seraient soit victimes, soit désireraient se reconvertir dans le cadre de la transition écologique, avec par exemple la possibilité pour eux de se former, de se réorienter, de se lancer dans un projet entrepreneurial, avec la sécurité de revenus. Troisième solution, réduction collective du temps de travail. Ici, l'idée, c'est qu'il faudrait mieux répartir le travail disponible dans la société, en passant par exemple à une semaine de 4 jours de travail au lieu de 5 actuellement. Mais on observe aussi qu'avec cette mesure, les travailleurs qui réduisent leur temps de travail finalement ont plus de temps disponible et donc adoptent naturellement des modes de consommation plus sains et plus durables, que ce soit en matière d'alimentation, ils ont plus le temps de cuisiner, en matière de voyage, de loisirs, de transport. Ils prennent plus le temps finalement d'avoir des modes de consommation plus écologiques. Et alors, dernière option, la gouvernance démocratique dans les entreprises. L'idée, c'est que, comme M. Créel a dit tout à l'heure, pour l'instant, tout le pouvoir de décision est aux actionnaires et que ça fait en fait passer la rentabilité financière des entreprises avant d'autres considérations, qu'elles soient sociales ou environnementales. En répartissant mieux le pouvoir de décision au sein des entreprises, on pourrait, selon les défenseurs de cette option, finalement réussir une transition juste. Donc voilà, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Je propose de commencer par Madame Ska pour garder l'ordre. Et donc choisissez celle qui vous parle le plus ou au contraire celle que vous trouvez la plus dangereuse, une fausse bonne idée. Mais je vais les commenter très rapidement en 1 minute.
D'abord, sur la garantie d'emploi vert, je partage le scepticisme de Zakia Katabi et votre explication me met de mauvaise humeur. Parce que et c'est pas lié à vous, mais quand on demande à tous les Français ce que les chômeurs devraient faire, on ne demande pas aux chômeurs ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est une manière de voir les choses qui m'agace, mais prodigieusement. Parce que nous avons tous un avis sur ce que d'autres devraient faire, mais pas sur ce que nous devrions faire. Et si on avait demandé à tous les chômeurs, tiens, est-ce que vous pensez que tous ceux qui travaillent dans la pétrochimie ou qui sont bac plus 5 et qui sont dans un bureau devraient avoir un emploi de transition, je suppose qu'ils auraient dit oui. Donc voilà, ce genre de réflexion me met vraiment de mauvaise humeur parce qu'il va à l'encontre de tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur le sentiment d'utilité, sur une forme de communauté de destin que nous devons avoir, et pas de prescription ou de projection de nos attentes à nous sur d'autres. Ça me semble vraiment essentiel. C'est comme ça que les femmes ont été exploitées, parce que d'autres pensaient à leur place ce qu'elles devaient faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que les jeunes devraient faire, ou les plus anciens dans l'entreprise devraient faire. Donc je pense qu'on doit vraiment être très attentif à ça. Par contre, nous explorons pour l'instant en Wallonie sur 2 territoires particuliers, Charleroi et le Luxembourg, l'expérience territoire zéro chômeur, qui n'est pas une recette toute faite, mais qui est une volonté justement de dire chacun a une utilité, chacun a une place. Et aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est que tout le monde n'a plus une place dans la société. Et que chacun doit être libre de choisir aussi, mais d'avoir le choix de la place qu'il veut occuper. Sur la question du revenu universel, alors les mots sont piégeants, et donc si on accepte que c'est bien l'idée d'un revenu qui soit accordé à tout un chacun, alors je dis oui. Oui, 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 et 100 fois oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui des personnes soient sans revenu du tout. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, en Wallonie, il y a 50 000 personnes qui ont été exclues des allocations d'insertion, qui n'ont plus aucun droit, qui n'ont plus aucun revenu. Et quand vous n'avez plus aucun droit, plus aucun revenu, vous ne regardez plus vos proches dans les yeux, vous baissez la tête, vous n'avez plus aucune possibilité ni de vous penser un futur, ni de vous penser un présent. Et donc oui, il faut absolument avoir un revenu qui soit un socle pour les uns et les autres. Mais il faut aussi qu'il soit lié à des droits. Et donc ce n'est pas seulement une somme d'argent, c'est aussi être intégré dans une logique de droit. Les deux ne sont souvent pas discutés de la même manière. Donc il faut pouvoir l'intégrer dans une logique de construction de droit. Et 3, attention avec les joyeuses idées très simples sur la forfaitarisation. Aujourd'hui, si vous êtes une personne handicapée, vous n'avez pas les mêmes besoins qu'une personne qui ne l'est pas. Si vous avez des ressources culturelles, économiques et sociales qui vous permettent de vous débrouiller, vous n'êtes pas dans la même situation que quelqu'un qui n'a pas ces ressources-là. Donc nous avons beaucoup travaillé, j'ai eu l'occasion de l'expliquer déjà à l'une ou l'autre reprise dans des débats avec vous sur ces questions-là. Nous pensons que le public prioritaire est le public des jeunes, sur lesquels il faut pouvoir travailler, mais entre l'idée du revenu universel et les solutions concrètes, il y a sans doute encore beaucoup de travail. Sur la réduction collective du temps de travail, nous allons lancer en 2022 une enquête auprès de tous nos affiliés, 1 500 000 personnes, sur la question du temps de travail, parce que là aussi, nous pensons qu'il y a beaucoup de projections, des attentes des uns sur les réalités de vie des autres. Il y a la question du sens du travail. Je pense que tous ici, autour de la table, nous travaillons plus que 4 jours par semaine parce que nous y trouvons du sens et de l'envie, etc. Et si on nous disait demain, c'est 4 jours par semaine pour tout le monde, nous trouverions 1001 excuses pour ne pas le faire ou pour le faire autrement. 2, nous avons un problème de mesure aujourd'hui du temps de travail. Et le Covid n'a rien arrangé. Aujourd'hui, on travaille tôt, on travaille tard, on travaille à des horaires très décalés. Est-ce que nous faisons maintenant? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que ce n'est pas du travail? Donc nous avons un problème de mesure du travail. Nous avons un problème, et pour moi il est essentiel, de désynchronisation des temps de travail. Je l'ai évoqué sur le travail de nuit. Aujourd'hui, une bonne partie de la fatigue dans le monde du travail n'est pas liée au nombre d'heures prestées. Elle est liée au fait qu'on preste des heures de 5h à 8h du matin dans le nettoyage, qu'on les preste après 17h dans ce même monde du nettoyage, qu'on a des horaires imprévisibles qui changent de semaine en semaine, qu'on doit combiner cela avec des activités pour les enfants, avec ses propres besoins pour soi.
qui fait que dans les familles, dans les ménages aujourd'hui, on se croise, mais on ne se rencontre plus, on ne sait plus comment on fonctionne. Et donc ce problème de désynchronisation du temps met une pression sur les individus qui est extrêmement difficile. Tout cela est renforcé par les questions de mobilité qui sont difficiles aujourd'hui. On sait quand on part du travail, on ne sait pas quand on rentre chez soi, etc. Et puis il y a un aspect genre. Le Covid nous l'a encore montré. Dès que tout le monde est confiné à la maison et qu'il y en a un des deux qui peut reprendre, comme par hasard, il y en a un qui reprend et l'autre reste à la maison. Donc ces aspects genre dans la dimension temps de travail sont importantes. Et vous évoquiez les perspectives d'une semaine de 4 jours, et donc nous allons y réfléchir. Mais sur la question de se dire le 5e jour sera un jour où on peut reprendre le temps, etc., toutes les études dont nous disposons aujourd'hui montrent que le 5e jour, il est utilisé par certains pour faire du sport, pour voir des amis, etc., et par certaines pour pouvoir avoir des activités plus contraintes. Donc les inégalités restent marquées. Dernier élément sur le temps de travail. Le temps de travail ne peut pas être mesuré uniquement sur la semaine. Aujourd'hui, dans notre organisation, celles et ceux qui sont les plus réticents à la question de la réduction du temps de travail sont les secteurs industriels, qui sont ceux qui utilisent le plus massivement les systèmes de fin de carrière, qui est une réduction massive, collective du temps de travail. Et donc, si on veut n'avoir qu'une seule formule de réduction du temps de travail, nous allons être en porte-à-faux avec la diversité de la réalité qui est là aujourd'hui. Dernier petit mot très rapide sur la gouvernance démocratique dans les entreprises. Je pense que les débats qui avaient consacré Etopia l'année passée dans cette même salle portaient là-dessus. Pour moi, j'ai envie de dire qu'il y a 2 questions essentielles. La question de la distribution primaire des revenus. La gouvernance économique dans les entreprises, nous l'avons dit en Belgique, nous ne sommes pas favorables à une codétermination à l'allemande dans les entreprises. Mais par contre, nous avons une exigence forte, et c'est un des points de tension majeurs aujourd'hui au sein de la concertation sociale, sur la distribution primaire des revenus. Jacques Craé a dit, à juste titre, le travail porte tout le poids de la redistribution, et donc les employeurs disent aujourd'hui, il n'y a rien à faire, il faut diminuer la redistribution, il faut diminuer les cotisations, etc. Mais il y a un tabou absolu qui est la distribution primaire de la richesse et la distribution primaire des revenus. Donc derrière gouvernance démocratique, je supprimerai dans les entreprises, je mettrai gouvernance économique tout court. Il y a là un enjeu majeur de détermination de la distribution primaire de la richesse. Voilà, merci. Okay, moi, je vais être assez bref et je vais enchaîner sur ce que Marie-Hélène vient de dire. En fait, c'est très difficile de décider de manière collective tellement les réalités sur le terrain sont différentes. Et donc la démocratisation en entreprise comprend aussi tout un aspect organisation d'entreprise qui doit être déterminé par les travailleurs eux-mêmes. Et ça fait partie de la démocratisation d'entreprise. Alors après, trouver des formules pour ça, c'est encore toujours un travail en progrès. Mais je pense qu'il faut commencer les expérimentations. Alors c'est un peu difficile parce que la législation n'est pas prévue pour ça. Et donc il faudrait qu'entre les organisations syndicales et les employeurs, il y ait autorisation, pas légale, mais concertée, pour faire ces expérimentations et arriver à se dire, tiens, oui, ça marche, ça pourrait être extrapolé, et ça, bon, voilà. Les zones zéro chômeur, ça, je trouve ça... Enfin, il y a des expériences en France, donc j'espère qu'on s'inspire aussi de ces expériences-là. En tout cas, c'est assez prometteur, je trouve. Alors, pour revenir à la... Je ne connais rien à l'allocation universelle, ou en tout cas au revenu universel, mais je serais bien intéressé de quand même y regarder un peu. Mais bon. Démocratisation des entreprises. Donc, je pense que les organisations syndicales, jusqu'ici, ont abandonné... sont un peu le contre-pouvoir, mais ont abandonné leur rôle dans l'entreprise depuis la guerre. Parce que, si on remonte à la déclaration de Philadelphie, c'était quand même dedans. Et finalement, les syndicats se sont portés sur le pouvoir d'achat essentiellement, et donc la redistribution. Et donc, quand on va dans la gouvernance d'entreprise, je pense qu'il faut réserver
une partie du pouvoir, et je n'ai pas de solution. Il y a plusieurs modèles, hein. Il y a les sociétés à mission, il y a les bicorp, et puis il y a le modèle d'Isabelle Ferreras sur le bicamérisme, etc. Je ne sais pas laquelle des choses. Bon, il y a quelques groupes de travail qui voudraient se former là-dessus. Mais voilà, comment répartir ce travail, ce pouvoir, comment le rendre cohérent au sein de l'entreprise. On est terriblement figé là-dessus. Les organisations, ça date du 19e siècle, c'était l'armée, et puis ça a été transporté aux entreprises en disant, ben voilà, le plus simple, c'est de donner des ordres, et c'est efficace quand on fait toujours la même chose. Puis quand on fait 36 trucs, ça fout le bordel complet dans l'entreprise. Donc, et là, il y a vraiment un enjeu qui peut commencer dans l'entreprise et qui peut se répercuter dans la société. Donc je trouve que là, le rôle social de l'entreprise, c'est de regarder comment on peut s'organiser, arriver à avoir une conscience de son rôle et de ses responsabilités et transposer alors dans la société. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, merci beaucoup à tous nos intervenants. On a épuisé le temps réglementaire, mais on peut encore jouer les prolongations 5 minutes pour accueillir 2 questions du public. Donc, je propose un homme, une femme. Il faut se déplacer vers le micro pour parler dedans, pour la prise de son. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires qui ont une question? Oui, monsieur et madame, juste à côté. Commencez, comme ça vous êtes plus proche. Je n'aime pas parler dans des micros. Ouais. Moi, j'avais envie qu'on parle de sécurité sociale, parce que le mot est intervenu une seule fois. Et je voulais vous demander, moi, spontanément, quand on me parle de reconversion des secteurs, c'est un des premiers véhicules qui me paraît pertinent, qui est historiquement lié au risque industriel, qui est fait pour permettre aux travailleurs de se démarchandiser, le temps de rebondir, le temps de se reformer, le temps d'avoir un emploi, un revenu couvert, le temps de cette reconversion. Et je me dis, mais pourquoi on en a parlé si peu? Est-ce que vous y croyez à ce véhicule et quelle forme il prendrait et comment il serait financé? Voilà, parce que spontanément, je le trouve pertinent. Voilà. Tout à fait, merci pour la question. On va prendre directement la deuxième et puis on laissera les intervenants répondre. Donc, Maurizio Passanisi. En fait, ma question, c'est, vous avez présenté les motivations des travailleurs, vous avez présenté les motivations pour la transition des dirigeants, également de l'État, mais je voulais savoir comment se positionnent les investisseurs aujourd'hui face à cette transition. Voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont partants pour répondre? Zaka Katabi? Je vais être très rapide, je vais commencer par la dernière question, et en tout cas les contacts que moi j'ai, pour des raisons diverses et variées, que ce soit de responsabilité, de solidarité ou d'intérêt économique, parce que le terrain de jeu de la transition est un terrain de bénéfices. Voilà. Et donc, de plus en plus, il se positionne comme sur un marché, mais du vieux monde, j'ai envie de dire. Et donc, il y a là, c'est comme tu évoquais tout à l'heure, Marek, le marché, l'ETS. On organise, il y a quelque chose qui ne matche pas entre deux modèles, et puis finalement, ils arrivent, je dis on, et tout de suite je dis ils, mais voilà, on arrive à le faire. Et donc, de plus en plus, et d'ailleurs, ils vont plus vite que le politique. Voilà. Et puis, pour la question de la sécurité, sociale, moi, je partage ta réflexion, et c'est vrai que ça revient à la conclusion que je disais, on continue à penser le monde, en ce compris les mécanismes de solidarité, à partir du vieux monde et du vieux modèle. Et donc, par exemple, la question du revenu universel, rapidement, je pense que quand dans les milieux progressistes, on voit des freins à cette idée-là, c'est parce qu'on continue à penser les enjeux de solidarité collective en lien avec la productivité, et donc on se fait piéger. Je pense que les mondes, il faut penser, sur le principe de la solidarité telle que la sécurité sociale organise, elle est fondamentale. Mais comment est-ce qu'on l'alimente? Ça va être profondément différent. Et comment est-ce qu'on la construit si on postule qu'il faut qu'on change de modèle? Ce que moi je postule. Et donc, par exemple, pour moi, ça me permet de rebondir sur un débat précédent, l'enjeu de l'allocation ou du revenu universel, il ne porte pas sur on donne à quelqu'un alors qu'il n'a pas travaillé, mais c'est ce que tu disais, Marie-Hélène. Il y a des gens qui n'ont rien. Est-ce qu'on accepte? Et donc ça, c'est peut-être, tu disais, vers où on va, quel est notre objectif? Il y a un enjeu de dignité. Et au nom de la dignité des individus, mais de la même manière que pour transition juste, il y a tellement de définitions différentes, c'est vrai pour l'allocation universelle,
Et donc moi, je le défends au nom de la dignité des personnes. Moi, je mets toujours des noms et des visages. Je pense à ma mère, à des générations de femmes qui sont dans l'ombre, qui n'existent pas dans ces systèmes de solidarité parce qu'elles ont élevé leurs enfants, elles n'ont pas eu de parcours professionnel, etc. Et c'est indigne de laisser des femmes, en l'occurrence, mais des hommes, sans un revenu. Ce n'est pas le modèle, indépendamment de la société productiviste, du travail, etc. Et donc il faut découpler, donc il faut repenser la sécurité sociale, etc. Mais l'enjeu de la solidarité, on ne peut pas la penser uniquement comme elle a été pensée dans la société industrielle. Voilà. D'autres réactions? Peut-être, je ne vais pas me pencher sur la question des investisseurs, parce que je pense que c'est beaucoup une question d'intérêt, mais sur la question de la sécurité sociale, ça renvoie à ce que Jacques Rae disait tout à l'heure sur son financement. Hein. À partir du moment où aujourd'hui elle ne repose que sur des cotisations et elle ne couvre qu'un certain nombre de risques, et qu'on sait qu'elle a déjà pas mal de trous dans la raquette pour couvrir les risques qu'elle doit couvrir, on ne peut pas lui demander de porter quelque chose en plus sans revoir de manière structurelle les modes de contribution à la sécurité sociale. Et alors, ça permet d'ouvrir alors des espaces de recomposition des fonctions qu'elle doit couvrir, etc. Donc, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu qui porte à la fois sur la couverture générale qu'elle peut avoir, les types de risques, et donc aujourd'hui le risque de la transition, si on le formule de manière positive, hein, c'est-à-dire l'enjeu de pouvoir redevenir maître de son cheminement, repose aussi la question de savoir qui doit couvrir à un moment donné et comment est-ce qu'on solidarise ces mécanismes-là. Je prends la parole pour laisser le dernier mot à l'académique et donc faire une petite remarque sur les deux questions. L'investissement, le milieu financier, c'est un possible bras de levier énorme, mais je dois dire que j'y crois pas trop parce qu'effectivement l'impact du modèle est tellement fort et l'attrait du simple chiffre de profit est déraille toujours par rapport à l'objectif final. D'ailleurs, bon, la finance est incompréhensible aujourd'hui. Moi, je n'y arrive plus. Je ne comprends pas. Il y a tout ce qui est économie réelle, ça va, mais tout ce qui est finance, c'est délirant. C'est délirant. L'autre question de la sécurité sociale, bah oui. Donc, non, je vais passer mon tour parce que finalement, je vais pas ajouter grand-chose. Voilà, Marie, à toi. Je vais rebondir juste sur la question de l'investissement qui est plus liée directement à mes recherches. Ce qui est intéressant dans ce cadre-ci, c'est qu'on nous dit souvent qu'en fait, dans un marché, souvent s'il y a une demande, s'il y a un consommateur qui veut, ben, ça va venir. Et c'est un bon exemple où là, on voit qu'il y a quand même une grande demande aujourd'hui au niveau de l'épargnant ou de l'investisseur de produits qui vont être plus en lien avec des valeurs de la durabilité. Et lorsqu'on voit l'offre qui est liée à ceci, et en tout cas, par exemple, si on l'analyse à la lumière de la taxonomie, elle n'est pas aussi durable que ce qu'on pourrait imaginer. Donc on voit qu'en fait cet argument de se dire il suffit qu'il y ait de la demande ne tient pas toujours, pour le dire comme ça aujourd'hui, et que la reprise par le mainstream, pour refaire le lien, en fait que ça a peut-être freiné, et que le fait que tous les investissements, beaucoup de banques, par exemple, vont offrir des fonds durables, fait que celles qui sont dans une logique de 100% cohérente, on ne va pas les nommer, mais il y en a quelques-unes, vont être un petit peu freinées aussi en partie, parce qu'il y a une incompréhension ou une difficulté s'il n'y a pas d'outils, à nouveau, comme la taxonomie. Par rapport à la question justement du monde financier, ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des fonds qui sont a priori vraiment pas du côté de la transition, qui commencent, on pense à BlackRock par exemple, hein, qui était quand même vu comme historiquement un des fonds les plus agressifs aussi, qui commence à annoncer en tout cas des politiques de demande de plans de transition ou en tout cas de décarbonisation. On peut être sceptique, et je pense qu'il faut rester critique, etc. Maintenant, si à nouveau il y a derrière une pression, et c'est ce qu'ils ont l'air d'annoncer, importante, ça pourrait aussi quand même avoir des répercussions aussi. Donc ça vaudra la peine de revoir dans 1 an ou 2 ans où est-ce qu'on en est, vers des annonces de politiques d'actionnariat, on va dire beaucoup plus actifs,
que ce qui était le cas aujourd'hui, et aussi parce qu'il y a la pression, parce qu'on a eu la chance une fois d'intervenir dans un débat, on se rend bien compte que dans tous les sens, il y a un questionnement, et notamment au niveau des autorités publiques par rapport à ceci. Voilà. C'est la fin de cette conférence. J'espère qu'elle vous a autant intéressé que moi. Le débat, lui, est loin d'être terminé, vous l'aurez compris, donc je propose pour ceux qui le désirent de continuer à la sortie. Bonne journée.